LPD. La base décide. La base diffuse. Bonjour, vous écoutez LBD, le podcast de Sud Éducation. Après les fêtes de fin d'année, même confinés, nos poches sont vides. Et ça tombe bien car le temps fort du mois de janvier, c'est bien sûr la grève du 26 janvier autour de la question des salaires. Brendan nous arrive de la Somme avec sa chronique Sacré Salaire. Le 26 janvier prochain, Sud Éducation appelle avec l'intersyndicale de l'éducation à la grève pour une augmentation des salaires dans l'éducation nationale. En voilà une bonne occasion de se pencher sur ce que c'est que le salaire. Le salaire, c'est la somme qu'on touche sur son compte à la fin du mois. Tout le monde le sait. Bon, c'est vrai et faux. C'est vrai parce que pour l'immense majorité des travailleurs et des travailleuses, ce qu'on touche à la fin du mois, c'est ce que notre employeur a été dans l'obligation de nous verser et qui nous permet de vivre. Mais on ne peut pas résumer le salaire à ça et on va voir pourquoi. Tout d'abord, les esprits chagrins vont me tomber sur le rable en expliquant que les fonctionnaires perçoivent un traitement, tandis que dans le secteur privé, on reçoit un salaire. Comme on entend les deux termes dans l'éducation nationale, l'occasion est toute trouvée pour une petite mise au point. Sous l'Ancien Régime, la plupart des emplois dans l'administration étaient des charges qu'on achetait ou dont on héritait. On pouvait recevoir une charge confiée par le roi, mais aussi des seigneurs sur leur terre, d'une commune quand elle s'administrait librement. En échange, le fonctionnaire, parce qu'il faut bien l'appeler comme ça, percevait une rente annuelle qui était parfois appelée le traitement. On trouve encore trace de ce caractère annuel dans le calcul du revenu des fonctionnaires, calculé à l'année en fonction de l'indice et de la valeur attribuée au point d'indice, puis divisé par 12 pour produire un revenu mensuel. Mais bon, c'est à peu près tout ce qu'il en reste. Le salaire, par contre, c'est très ancien. Une partie de la solde des légionnaires romains était versée en sel. Le sel à l'époque, c'est rare et précieux. C'est pas qu'un condiment, c'est le moyen privilégié de la conservation des aliments, en particulier de la viande. Petit à petit, le salarius, donc c'est-à-dire le salaire versé en sel, ne sera plus versé en nature, mais en monnaie. C'est ce qui explique qu'on retrouve le mot dans de nombreuses langues européennes, en français, mais aussi en espagnol, en italien, en catalan, en néerlandais. Pour résumer, le salaire au début, c'est le beurre dans les épinards. Progressivement, ça deviendra le beurre sans les épinards. Le terme désignera ensuite la récompense, puis progressivement sera utilisé pour la rémunération à la tâche. Le bourgeois rémunère des paysans et des paysannes qui produisent de l'artisanat au fil quand les travaux des champs ne les occupent pas. Le problème du bourgeois, c'est que la production est très irrégulière. Les paysans et les paysannes, ces feignasses, préfèrent faire la fête et se reposer plutôt que de gagner une somme dont ils et elles ne pourront rien faire. Quand la somme récoltée est suffisante, on dit aux bourgeois de repasser une prochaine fois. La bourgeoisie, à partir du 18e, et ça va monter en puissance avec l'industrialisation naissante et progressive, va user d'une astuce. Si les paysans et paysannes n'ont pas d'autres revenus que les pièces qu'ils et elles produisent, on pourra les contraindre à produire toujours plus. C'est ainsi que les manufactures émergent. Les capitalistes construisent l'usine, y apportent progressivement de plus en plus d'équipements qui permettent d'accroître la production et invitent la main-d'œuvre à vivre sur place. Une fois le poisson ferré, plus de retour en arrière. Le patron pourra commencer à baisser le prix d'achat des pièces pour contraindre les ouvriers et les ouvrières à produire toujours plus, pour un salaire toujours plus faible. Le capitaliste, lui, loue la force de travail au prix le plus bas possible et revend au prix le plus haut possible. La différence, il se la met dans la poche. Les travailleuses et les travailleurs ne gagnent qu'une partie de la valeur de ce qu'ils produisent. C'est ce qu'on appelle l'exploitation. Parfois, on dit que si on voit bien que c'est comme ça dans l'entreprise, il en va autrement dans le service public. Faut pas se tromper. L'école produit des travailleurs et des travailleuses qualifiés, et les capitalistes en veulent pour leur argent, le plus de qualifications possible, en payant le moins d'impôts possible. Les personnels de l'éducation nationale produisent un bien immatériel, la transmission et l'élaboration du savoir. Et si c'est l'État le patron, ça n'en est pas un employeur plus cool pour autant. Toute l'histoire du mouvement ouvrier, au fond, ça se résume à ça, regagner ce que les capitalistes nous volent. Et grâce à nos mobilisations, on a récupéré beaucoup. Notre salaire, ce n'est pas que ce qu'on touche à la fin du mois, c'est aussi ce qu'on touche bien plus tard à la retraite, si on est privé d'emploi, si on est dans l'incapacité de travailler, si on doit élever nos enfants. Si vous regardez votre fiche de paye, vous vous apercevrez qu'en réalité, près de 50% de la somme que vous verse l'employeur en plus de votre net sert à verser du salaire dans le cadre d'un mécanisme de solidarité. La grève du 26, c'est l'occasion d'imposer nos revendications d'augmentation des salaires pour toutes et tous et de réduction des inégalités salariales, femmes-hommes notamment, qui persistent dans l'éducation nationale. C'est l'occasion, ensemble, de gagner de quoi mettre vraiment du beurre dans les épinards. Merci Brendan pour cet exposé piquant. On retrouve maintenant Théo, qui est parti à la rencontre de Maude de Sud Éducation 93 et avec qui il a parlé de la grève du 26 janvier prochain. Théo. Alors bonjour Maude, donc on est dans ton local syndical. On vient pour parler un petit peu de la décision d'augmentation des salaires du ministre Blanquer de 400 millions d'euros donc pour l'éducation nationale. Donc on rappelle que l'éducation nationale c'est quand même un peu plus d'1 million d'agents et d'agentes, ce qui fait en moyenne 29 euros bruts par agent et agente. Bon, brut, c'est-à-dire pas grand-chose. De ce fait, il y a une grève qui est appelée par une intersyndicale éducation le 26 janvier, dont est membre Sud Éducation. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ?
Oui, bien sûr. Alors, donc, il y a une grève le 26 janvier. Nous, on porte cette grève parce qu'on fait le constat d'un salaire qui baisse dans l'éducation nationale. En effet, le salaire des personnels de la fonction publique, je parle à la fois des titulaires et puis des contractuels, il est calculé à partir de la valeur attribuée au point d'indice. Et on fait le constat que depuis 25 ans, l'augmentation de la valeur du point d'indice a été inférieure à 21 fois l'inflation. Donc rapporté à la situation de 95, le salaire d'un professeur ou d'une professeure des écoles, d'un ou d'une certifiée, disons à l'échelon 5 par exemple, est plus bas de 551 € brut constant. Donc cette grève, elle intervient vraiment dans ce cadre de baisse des salaires. On pourrait dire, tu penses qu'on pourrait dire que la question des salaires, à ce titre-là, c'est une question aujourd'hui centrale pour les personnels de l'éducation nationale ? Tout à fait, c'est une question centrale parce que bon, déjà c'est la question de la rémunération de chacun de chacune, de la possibilité de pouvoir vivre correctement, se loger, manger. Voilà. Mais c'est également la question des inégalités de salaire qui persistent dans l'éducation nationale et qui sont aussi à l'image de celles qu'on retrouve dans notre société. Dans l'éducation nationale, il y a une grande échelle de salaires. Quand on parle des salaires, on va parler à la fois des AESH qui, faute de temps complet, ont des salaires partiels, mais on va aussi parler des certifiés, des PE, dont il faut dire que la grille salariale elle reste faible. Et la crise sanitaire qu'on a connue a montré l'utilité sociale de nos métiers. Et pourtant, on a des métiers qui sont beaucoup moins utiles, socialement. Je pense à tous les métiers, de la finance, de la pub, de la com, qui sont 2, 3 fois, 10 fois mieux payés. Alors, l'école a un rôle primordial dans notre société, alors il faut le reconnaître. Et il faut le reconnaître, y compris par le salaire. Et quand on parle de l'école, on ne parle pas que des enseignants, des enseignantes. On parle aussi des AESH, des AED, des CPE, des infirmiers, infirmières, des assistants, assistantes de services sociaux. Et d'ailleurs, sur ces personnels médico-sociaux, on remarque qu'on n'arrive pas à recruter dans l'éducation nationale des assistants de services sociaux parce que leurs salaires sont moindres dans l'éducation nationale qu'à l'hôpital, par exemple. Et donc, il y a un gros problème de salaire dans l'éducation nationale qui aussi empêche ce recrutement. Bon, un problème de salaire dans l'éducation nationale, mais qui finalement est aussi un problème de salaire plus globalement dans la société. On en a parlé un peu tout à l'heure. Est-ce qu'on peut dire aussi que dans la société, c'est une question centrale, cette question du salaire ? Bien sûr, je pense qu'on l'a tous et toutes vu pendant la mobilisation des Gilets jaunes. Les inégalités entre les plus riches et les plus pauvres ne cessent de s'accroître. On a quand même des chiffres qui sont assez parlants. En 2016, on a 5 millions de personnes qui vivent en France avec moins de 855 € par mois. Et parmi ces gens, il y a des personnels de l'éducation nationale. Donc nous n'acceptons pas ce mouvement général des gouvernements successifs qui consiste à faire des cadeaux au patronat, aux grosses fortunes, à faciliter leur développement en appauvrissant la population. Donc réclamer de meilleurs salaires pour les personnels de l'éducation, c'est une manière aussi de mieux répartir les richesses dans notre société. Et il faut réduire ces écarts de salaire dans l'éducation nationale et plus généralement dans la société. Et pour ça, il faut rehausser les bas salaires. Bon, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur la question de l'inégalité ? Parce que l'éducation nationale, c'est quand même la République française, donc liberté, égalité, fraternité, etc. Pourquoi est-ce qu'il y a de telles inégalités de salaire au sein même de l'éducation nationale ? Alors, on peut repérer dans l'éducation nationale des inégalités de salaire qui sont, à notre avis, d'abord des inégalités entre hommes et femmes. C'est-à-dire que ça peut paraître étonnant, c'est comme tu le dis, oui, il y a des grilles salariales dans l'éducation nationale, il ne devrait pas y avoir d'inégalité. Et pourtant, il y a une grande inégalité de salaire entre les corps. C'est-à-dire que plus les métiers sont rémunérés, plus ils sont occupés par les hommes. Par exemple, quand on parle des personnels d'encadrement, 53% de ces personnels, ce sont des hommes. Eh bien, leur salaire moyen brut, par exemple d'un IEN, d'un inspecteur d'éducation nationale, en 2016, c'était 4 920 €. Par contre, quand on regarde les professeurs des écoles, qui sont bien moins rémunérés, avec 2 660 € bruts par mois, eh ben là, on retrouve 83% de femmes. Donc bien sûr que, en fait, ces inégalités de salaire entre les corps, ça crée des inégalités entre hommes et femmes. De la même façon, les temps partiels sont vraiment responsables d'inégalités. Parmi les temps partiels, il y a ceux qui sont imposés, les temps incomplets. On pense par exemple aux AESH, qui sont en grande majorité des femmes,
Et puis il y a les temps partiels de droit. Et ça va être des temps partiels qui sont principalement demandés par les femmes pour prendre en charge le travail domestique. Donc l'éducation des enfants, les tâches du foyer. Donc ça c'est un deuxième point, les temps partiels. Et puis aussi, il y a cette politique de mise en œuvre de primes, d'heures supplémentaires. Et on voit que les hommes vont prendre beaucoup plus de responsabilités rémunérées. Les IMP, les HSA et puis les heures sup. On a des chiffres là-dessus par ailleurs. Les hommes enseignants gagnent en moyenne 245 € mensuels pour ces rémunérations supplémentaires, les heures sup, alors que les femmes, c'est 162 €. Donc, quand on sait qu'à la rentrée 2021, Jean-Michel Blanquer a prévu de supprimer 1800 postes et de les remplacer par des heures supplémentaires, eh ben, on a une politique qui accroît les inégalités de salaire entre les hommes et les femmes dans l'éducation nationale, parce que on va vers des suppressions de postes et on augmente les heures sup. C'est mathématique. Donc, ces inégalités entre hommes et femmes, elles sont criantes dans l'éducation nationale, alors même qu'on est un ministère avec 70% de femmes. Et elles sont faites, ces inégalités entre corps, ces inégalités entre statuts. Donc il faut agir sur ces éléments structurels qui font ces inégalités salariales pour les corriger. Oui, parce qu'on peut là clairement dire que ça ne va pas du tout sur la question des salaires. Mais du coup, quelles revendications on porte? Qu'est-ce qu'on défend? Alors, il y a des revendications immédiates à apporter qui pourraient être adoptées immédiatement. Je pense par exemple à l'abrogation du jour de carence. Voilà, ça c'est une perte sur le salaire. Les collègues sont pénalisés sur leur salaire parce qu'ils et elles sont malades. Ça c'est vraiment inadmissible. C'est une première revendication. Après, il y a des revendications qui sont plus de fond, mais qui pourraient être prises immédiatement. C'est l'indexation des salaires sur l'inflation, par exemple, pour garantir le maintien de vie des personnels. Ça va être l'intégration des primes et puis des indemnités au salaire. Car c'est aussi grâce au salaire brut que notre modèle de caisse de solidarité, notre modèle social est financé. Je pense à la retraite, à la sécurité sociale. Et puis, une augmentation significative des salaires qui pour nous doit être d'autant plus forte que le salaire de l'agent est bas. Parce que c'est ce type d'augmentation qui permettront de réduire les inégalités. Et puis, Sud Éducation, on fait partie d'une union interprofessionnelle solidaire où on porte une augmentation du SMIC à 1 700 € net, et puis la titularisation, sans condition de concours ni de nationalité, de tous les personnels contractuels de l'Éducnat. Ça veut dire des statuts avec un temps plein pour les AESH par exemple, pour les AED, pour tous les contractuels. Ça, c'est vraiment une nécessité si on veut en finir avec les bas salaires dans l'éducation. D'accord. Tu parlais de fond tout à l'heure, un peu plus sur le fond justement. Est-ce que tu peux nous dire en quoi cette idée selon laquelle augmenter les salaires permettrait au fond de réduire les inégalités salariales? Oui, alors c'est toujours quelque chose qui est un peu difficile à comprendre parce que c'est vrai que le traitement dans l'éducation nationale avec cette histoire de point d'indice, c'est toujours assez opaque pour les personnels. Mais en gros, quand le point d'indice augmente, ce qui est rare, on le dit parce qu'il est quand même gelé jusqu'en 2022, mais quand le point d'indice augmente, on remarque que les plus gros salaires augmentent plus que les bas salaires. Donc, le dégel du point d'indice, il ne sera pas suffisant pour réduire les inégalités. Alors, il est nécessaire parce que voilà, il faut augmenter les salaires. Mais comme il n'est pas indexé sur l'inflation, on remarque qu'à indice égal, les personnels ont quand même perdu quasiment 20% de leur salaire entre 1995 et aujourd'hui. Donc, il y a déjà une revalorisation de 20% des salaires qui est nécessaire. Mais pour réduire les inégalités, il va aussi falloir revendiquer une augmentation, ce qu'on appelle inversement proportionnel, c'est-à-dire que l'indice des salaires les plus bas doit augmenter plus que celui, par exemple, des IEN ou des recteurs d'académie, qui ont déjà des gros salaires. Ouais, toutes les raisons, en fait, pour toutes et tous, d'être en grève le 26. Exactement, tous en grève le 26. Merci à tous les deux. Pour aller plus loin, une brochure sur les salaires est disponible sur le site de Sud Éducation, www.sudeducation.org. Et n'hésitez pas à contacter le site Sud Éducation de votre département. Tous les contacts sont sur le site. C'était LBD, le podcast de Sud Éducation. Et d'ici la prochaine émission... Thank you.